Pour l'actualité financière, vous comptez sur le brief. Pour une carrière internationale en finance, comptez sur le Luxembourg. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le jeudi 23 juillet et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le brief de l'écho. Un agent IA développé par OpenAI, la maison mère de ChatGPT, est parvenu à pirater seul les systèmes d'une start-up américaine. Un épisode qui relance une question cruciale, jusqu'où peut-on laisser agir des IA toujours plus puissantes ? À la bourse de Bruxelles, la plupart des actions sont délaissées. Non seulement de plus en plus d'entreprises cotées s'en vont, mais celles qui restent suscitent de moins en moins l'intérêt des investisseurs. Et puis, un phénomène climatique désormais bien connu est de retour. El Niño, il bouleverse les récoltes partout dans le monde et pourrait faire grimper les prix de nombreux produits alimentaires pendant plusieurs années. Je suis Antino RS et vous écoutez Le Brief. Le brief. Cette info dès 7h. Et cette information un petit peu préoccupante pour commencer, c'est que la bourse de Bruxelles tourne assez mal en ce moment. Pourtant, les bourses européennes tournent plutôt bien dans l'ensemble. Euronext, le groupe qui réunit les bourses de Paris, Bruxelles, Amsterdam et plusieurs autres places financières du continent, a vu ses échanges progresser de plus de 3% au premier semestre. Pas mal donc, sauf qu'à Bruxelles, c'est l'inverse. Les échanges y ont reculé de 7%. Avec Milan, c'est la seule place financière du groupe à faire moins bien que l'an dernier. Conséquence directe, la bourse de Bruxelles pèse de moins en moins lourd au sein d'Euronext. Aujourd'hui, elle ne représente plus que 3,6% de l'ensemble des échanges. Seuls Dublin et Lisbonne font moins. Autre constat, les investisseurs se concentrent sur une poignée d'entreprises stars. Les deux valeurs belges les plus échangées sont la biotech Argenix et le géant de la bière AB InBev. Hormis ces deux-là, la plupart des actions belges sont généralement délaissées par les investisseurs et les volumes de transactions sont en net recul. La semaine dernière, une start-up américaine spécialisée dans l'IA, Hugging Face, révélait avoir subi une cyberattaque assez inédite. Elle n'aurait pas été menée par des hackers, mais par des agents d'intelligence artificielle capables d'agir de manière autonome. On sait désormais d'où ils venaient. OpenAI, le créateur de ChatGPT, a reconnu que ces agents avaient été développés par ses équipes dans le cadre d'un test de sécurité. Le problème, c'est qu'ils ont trouvé une faille et sont allés plus loin que prévu en s'introduisant dans les systèmes mêmes de Hugging Face. Et forcément, si vous suivez un peu l'IA, ça rappelle l'épisode d'Anthropic avec Mythos en avril dernier, quand ils ont refusé de dévoiler ce modèle qui serait trop puissant et qui serait une menace pour la cybersécurité mondiale. Alors faut-il y voir un incident inquiétant ou un coup de com'? Pour Louis de Diesbach, spécialiste de l'IA, ce genre d'annonce sert aussi à montrer jusqu'où ces nouveaux outils sont capables d'aller. Je me souviens, lorsque Mythos était sorti, le logiciel d'Anthropic, on avait également eu un peu ce côté de, c'est quand même étrange qu'ils en parlent, si jamais c'est tellement dangereux, pourquoi est-ce que tous les médias sont au courant pour que si cet énorme effet d'annonce, si c'était tellement dangereux, est-ce qu'il aurait pas mieux valu ne pas le sortir, et pourtant ils l'ont quand même sorti. Là aujourd'hui avec OpenAI, c'est un petit peu la même chose, tout ça aurait probablement pu rester très discret. Il faut toujours garder en tête qu'on est dans un contexte d'IPO, d'entrée en bourse, et que toutes les informations sont évidemment à prendre avec des pincettes. OpenAI comme Hugging Face estime désormais qu'il faut mieux encadrer ces technologies, mais pourquoi les géants de l'IA ne parviennent-ils pas à se fixer eux-mêmes des limites ? C'est la question qu'on a posée à Louis de Diesbach. Écoutez. Malheureusement, ils se voient toutes et tous un petit peu comme une sorte de dilemme de prisonnier dans la théorie des jeux. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais il y en a un qui ralentit alors que tous les autres continuent à accélérer, celui-là serait probablement un peu le gros perdant. Et donc, malheureusement, ça les empêche de s'autoréguler parce qu'ils se disent que si eux se freinent et que les autres continuent à accélérer, en fait, il y aura trop de retard à rattraper. C'est pour ça qu'il faut une véritable approche systémique, idéalement mondialisée. La technologie, c'est avant tout une question politique. Et quand on regarde là-dessus, on peut même dire une question géopolitique entre les différents États, que ce soit les États-Unis, la Chine, l'Europe, mais également la Russie, toute la question de l'Afrique. En fait, il y a énormément de questions de géopolitique qui se posent là derrière, et donc des enjeux de pouvoir. Avoir une approche mondialisée qui pourrait par exemple menée par les Nations Unies, il y a un côté, j'en suis bien conscient, un peu naïf à tout ça. Néanmoins, je pense que si on veut sortir de tout ça par la grande porte, c'est l'approche qu'il va falloir privilégier. D'autant que même au sein de la population, de la société civile, la demande d'une régulation plus ferme de l'IA gagne du terrain.
Et puisqu'on parle IA, les géants de la tech Alphabet et Tesla dévoilaient leurs résultats trimestriels hier. Et c'est vraiment deux salles, deux ambiances. D'un côté, la maison mère de Google, elle a dépassé les attentes des investisseurs. Alphabet continue de surfer sur la vague de l'IA, son activité dans le cloud explose. Le groupe investit aussi des dizaines de milliards de dollars dans ses infrastructures pour répondre à cette demande. De l'autre, il y a Tesla. Le constructeur d'Elon Musk livre plus de voitures que prévu, mais ça ne suffit pas. L'entreprise replonge dans le rouge, plombée par ses investissements massifs dans l'IA, les robotaxis et les batteries. Les marchés s'interrogent désormais, ces dépenses finiront-elles par payer alors que les ventes de voitures restent sous pression ? Pour rappel, l'action Tesla a lâché plus de 15% depuis le début de l'année, mais ça reste de très loin le constructeur automobile le plus valorisé au monde. Mais globalement, tout le secteur technologique a été chahuté en bourse ces derniers mois sur fond de doutes quant à la rentabilité des sommes massives consacrées à l'intelligence artificielle. Les gouverneurs de la Banque centrale européenne planchent aujourd'hui et demain sur la future politique monétaire européenne. Remonter les taux ou pas, ça dépendra essentiellement de l'évolution de l'inflation et des prix de l'énergie. Mais cette inflation pourrait être alimentée et dopée même par une envolée des prix alimentaires dans les années à venir. La faute à El Niño, ce phénomène climatique provoqué par un réchauffement des eaux du Pacifique qui entraîne des sécheresses ou des pluies diluviennes sur les régions voisines. Il se produit tous les 2 à 7 ans et celui qui grandit en ce moment même risque d'être l'un des plus virulents qu'on a jamais connus. Sonia Romero, tu es journaliste au service Investir de l'Écho et ce phénomène, tu t'y es intéressée parce qu'il risque d'avoir des conséquences énormes sur le plan économique, particulièrement sur les denrées alimentaires dont la production pourrait fortement diminuer. Oui, potentiellement, même si tout dépendra de son intensité. Et ça, les marchés, ils commencent déjà à intégrer ce risque-là. Donc depuis le retour d'El Niño, les cours du cacao, ils ont grimpé environ 60%. Le café arabica aussi, il a connu les montagnes russes et il est toujours à son plus haut niveau depuis février. On surveille aussi de très près le riz, le sucre et l'huile de palme qui sont aussi très fort exposés aux sécheresses en Inde et en Asie du Sud-Est. Et ça pourrait encore s'aggraver parce qu'on estime qu'un épisode El Niño très puissant pourrait faire grimper les prix alimentaires mondiaux de pratiquement 16%. Pour certaines denrées très vulnérables, on parle même de 50%, voire 100% dans le pire scénario. Et sans compter que cette menace arrive un peu au pire moment, au moment où le blocage du détroit d'Ormuz met déjà la pression sur l'inflation, Sonia. Oui, c'est vraiment la double peine. La guerre en Iran fait déjà grimper les prix de l'énergie, aussi du transport et des engrais. Et El Niño, de son côté, ça menace les récoltes sur une période beaucoup plus longue, surtout qu'entre les semis, les récoltes, la transformation et puis l'arrivée des produits dans les rayons, le choc se transmet avec un certain retard. Goldman Sachs estime même que la facture d'El Niño ne serait pleinement visible qu'au second semestre 2028. Et si la hausse des prix alimentaires dure, alimente les salaires et déstabilise les anticipations des analyses, elle pourrait contraindre les banques centrales à maintenir leurs taux plus élevés, plus longtemps. Voilà, en gros, le climat se dérègle aujourd'hui, mais le consommateur pourrait continuer à payer l'addition pendant encore plusieurs années. Oui, on n'a clairement pas fini de payer en cascade les conséquences du réchauffement climatique. Merci Sonia. Un nouveau front serait-il en train de s'ouvrir dans la guerre au Moyen-Orient ? Cette nuit, les rebelles houthis du Yémen, donc les alliés de l'Iran, ont revendiqué une attaque contre 2 pétroliers saoudiens en mer Rouge. Je vous en parlais hier, les Houthis avaient annoncé qu'ils bloqueraient désormais les navires saoudiens dans cette zone stratégique près du détroit de Bab el-Mandeb. Leur objectif, c'est de perturber une route maritime devenue essentielle pour le transport du pétrole depuis la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran. Cette attaque fait craindre une nouvelle escalade dans la région. Donald Trump a déjà menacé d'intervenir contre les Houthis, tandis que l'Arabie Saoudite promet de protéger ses navires par tous les moyens. Une attaque qui intervient quelques heures à peine après l'annonce par Washington d'un accord avec l'Arabie Saoudite pour doter le royaume rival de l'Iran d'un programme nucléaire civil. Et pour certains observateurs, ce deal, c'est la porte ouverte à une course à l'armement nucléaire dans le Golfe. Quelques mois après s'être attaqué au secteur pharma, Donald Trump revient à la charge. Le président américain a fait part de son intention de taxer à hauteur de 100% les médicaments génériques produits à l'étranger, et ce, dès le mois prochain.
Jusqu'ici, ce type de traitement avait été épargné par la politique douanière de Donald Trump. La mesure touchera les producteurs les plus importants qui sont établis en Inde ou en Chine, mais beaucoup moins l'Europe, comme l'explique Wim Vervaert, le co-CEO ad intérim de Medaccess, l'association belge qui regroupe les sociétés de médicaments génériques. L'accord de Thornbury de l'année passée protège en fait les exports des médicaments génériques produits en Europe vers les États-Unis, et il semblerait que en fait les médicaments génériques européens ne seront pas dans le scope de ce que le président Trump a annoncé aujourd'hui. Mais la mesure pourrait tout de même avoir un impact jusque chez nous sur l'approvisionnement du marché européen en médicaments génériques. Ça pourrait avoir un impact quand même aussi pour nous parce que, bien évidemment, on n'utilise pas seulement des génériques en Belgique qui sont produits en Europe, mais on dépend également des génériques qui sont produits en Inde et en Chine. Et donc, pour le moment, l'impact potentiel pour nous est certainement indirect, mais il va dépendre de la manière dont les fabricants mondiaux de génériques vont réorganiser leur capacité de production dans les prochaines années, quoi. En Belgique, le secteur des médicaments génériques emploie environ 700 personnes, mais essentiellement dans des fonctions commerciales et marketing. La compagnie Ryanair a mis ses menaces à exécution. Le gouvernement fédéral a décidé de relever la taxe d'embarquement pour les vols de plus de 500 km dès le 1er janvier prochain. Elle passera de 5 à 7 euros par billet. Action-réaction pour la compagnie de Michael O'Leary qui a décidé de retirer 5 avions de sa base de Charleroi et de supprimer 2 millions de sièges au total pour les aéroports de Charleroi et Zaventem. Alors, est-ce qu'il faut y voir une mesure sanction contre la Belgique ? Alors, celui qui s'est penché sur ce dossier, c'est toi, Xander Blassenbroek. Bonjour. Bonjour, Andine. Ryanair dit que, contrairement à la Belgique, d'autres États suppriment les taxes d'embarquement. Mais toi, tu as comparé le niveau de cette fiscalité dans différents pays européens. Et clairement, la Belgique est loin d'être parmi les plus chers. Oui, en fait, Ryanair, il met souvent en avant les mêmes destinations concurrentes, c'est-à-dire la Suède, la Hongrie, qui sont des pays qui ont baissé leurs taxes, aussi l'Albanie et même certaines régions en Italie. Mais quand on regarde le tableau un peu plus largement, en fait, la plupart des destinations ont des taxes bien plus élevées que la Belgique. C'est notamment le cas des Pays-Bas, avec plus de 30 euros par billet. En Allemagne, on est à 13 euros. En France, ça varie de 20 à 33 euros. Donc, on voit clairement que les 7 euros de la Belgique ne sont pas les plus élevés. Et même à Bergame, qui est quand même sa plus grosse base en Europe continentale, la taxe, elle est aussi de 7 euros. Donc finalement, on voit que cet argument de Ryanair, il n'est pas valable à 100%, même s'il est vrai que dans ces destinations où les taxes sont plus élevées, Ryanair a aussi décidé de réduire son offre. Et comme tu l'as écrit dans ton papier, en fait, Ryanair se sert certainement du prétexte pour redéployer ses effectifs et ses appareils sur ces différentes bases, d'une saison à l'autre, comme ça se fait chaque année. Surtout que pour l'instant, la compagnie est en attente de livraison de nouveaux appareils pour combler ses besoins. Merci Xander. Et je voudrais vous partager ce chiffre avant de vous quitter, dévoilé par Oxfam cette nuit. La reconstruction de la bande de Gaza nécessitera plus de 70 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. C'est un montant 7 fois supérieur au coût cumulé des précédentes reconstructions menées après les offensives israéliennes des 20 dernières années. C'est la fin de ce brief. Merci à toutes et à tous pour votre écoute chaque jour et merci à Laurent Fabrique qui a signé la préparation de cet épisode. Moi, je vous dis à demain pour un nouveau condensé de l'actualité économique. Allez, salut! Au Luxembourg, pas besoin de choisir entre une carrière en finance et une qualité de vie exceptionnelle. Ici, vous avez les deux. Les transports publics gratuits vous emmènent partout en toute simplicité. Et la nature, elle est à 2 pas de la ville et de votre bureau. Ajoutez à cela des perspectives d'évolution professionnelle dans un centre financier international et un salaire net plus élevé. Et le calcul est vite fait. Luxembourg, le meilleur investissement, c'est vous. Découvrez-en plus sur movetolux.com.